Bonjour, je m'appelle William Bartlett et je suis agiliste et architecte DevOps chez Triptych. Je suis avec Hugues Pisapia, qui est directeur technique et cofondateur de Linkso. Bonjour Hugues. Bonjour, bonjour à tous. Pendant cette présentation, on va revenir un petit peu en arrière sur les premiers pas de la mise en place du DevOps chez Linkso. Hugues, est-ce que tu pourrais expliquer à tout le monde ce que fait votre application ? Effectivement, Linkso, c'est une application qui permet à ses utilisateurs de regrouper toutes les informations de leur vie financière dans un seul service. Une fois que l'application est configurée, ça va récupérer automatiquement toutes vos informations pour les centraliser dans un seul endroit, que vous soyez dans une ou plusieurs banques, et pour permettre de gérer, que vous soyez particulier ou professionnel, vos informations et vos informations bancaires et toutes vos dépenses. D'accord, donc ça c'est ce que c'est faire Linkso aujourd'hui. Oui, tout à fait. Et demain, qu'est-ce que vous pensez faire avec... Alors aujourd'hui, Linkso, c'est un peu un hub de la vie financière. On permet même à des services tiers, comme vous pourriez connecter une application sur Facebook, de venir récupérer les informations de votre vie financière que vous souhaitez exposer à un service tiers. Demain, ce qu'on souhaite faire, c'est augmenter cette plateforme pour avoir un véritable assistant financier. Aujourd'hui, par exemple, pour faire la métaphore, quand je pars de chez moi, sur mon téléphone, j'ai une notification qui me dit tu as 30 minutes pour aller jusqu'au bureau, passe par le chemin habituel. Et puis de temps en temps, on me dit non, aujourd'hui ça va être 45 minutes, passe plutôt par là. Eh bien, l'idée chez Linkso, c'est de faire la même chose, mais pour vos finances. De recevoir une notification, tiens, ce mois-ci, il y a eu beaucoup de dépenses, ton compte n'est pas suffisamment provisionné, j'ai détecté que tu avais de l'argent sur un livret, est-ce que tu veux que je fasse le virement pour toi ? Oui. Est-ce que tu veux que je fasse ça à chaque fois que ce phénomène se reproduit ? Oui. Donc voilà, l'idée c'est vraiment de faciliter la vie, d'automatiser sans aller jusqu'à Skynet, mais d'automatiser la vie de l'utilisateur pour qu'il puisse aller au bout de ses projets de la manière la plus facile pour lui. D'accord, donc alors, si on rebobine un petit peu, Linkso a été créé en 2010, et ensuite en 2015, vous étiez encore que 7 collaborateurs. Aujourd'hui, vous êtes combien ? Alors aujourd'hui, au dernier comptage, on est 56 collaborateurs. Donc effectivement, on a lancé Linkso en 2010. Petit comité dans un garage. On était 3 personnes. Et puis tranquillement, on a monté en gamme. En 2012, on a fait une première levée de fonds auprès du Crédit Mutuel Arkea, où on a lancé conjointement le service Fortunéo Budget. Et on a continué de progresser jusqu'à effectivement fin 2015. Où on a fait une levée de 2 millions d'euros auprès du Crédit Mutuel Arkea et de Crédit Agricole. Et ça nous a permis vraiment de décoller, puisqu'en septembre dernier, on a fait une nouvelle levée de fonds de 20 millions auprès des 2 précédents acteurs, Crédit Mutuel Arkea et Crédit Agricole, mais aussi auprès de la Maïf. Donc ça, cette levée de fonds, c'était la levée de fonds dans la FinTech la plus grosse depuis 2 ans, c'est ça ? Ouais, alors ça a été la levée dans la FinTech la plus grosse en France depuis 2 ans. On est resté, et ça bouge beaucoup, on est resté la plus grosse pendant 2 semaines et on a été rattrapé par quelqu'un qui a fait 25 millions juste après. Ouais. C'était qui ? Il me semble que c'était Yomoni. Ouais, d'accord. Bon, en tout cas, félicitations pour ça, pour ce que vous avez monté. Effectivement, ces levées de fonds, je pense que c'est un grand vote de confiance par rapport à votre produit, par rapport à ce que vous faites. Et aussi, c'est une confiance utilisateur qui vient derrière. Comment est-ce que... quelles sont les causes que tu peux identifier aujourd'hui comme étant motrice de cette transformation, de cette croissance ? Alors je pense que dans les premières années de Linkso, on a bien validé qu'il y avait de l'appétence, qu'on était en train de résoudre un problème pour nos utilisateurs, d'arriver à leur apprendre des choses. Un relevé de compte, c'est juste un tableau tout bête de chiffres avec des dates, des informations. Si on arrive à rendre ça, ce relevé de compte intelligent, pouvoir rendre les choses un petit peu plus ludiques à l'utilisateur, on lui apprend plein de choses. Au-delà de ça, sur ces derniers moments, ce qui nous a empêché de monter rapidement, plus rapidement et de devoir presque attendre 2015, c'est qu'on se connecte sans API
sur les sites des banques. Et donc, il y avait un vrai risque réglementaire là-dessus pour pouvoir avancer. Heureusement, la réglementation est en train d'évoluer, et notamment la réglementation sur les services de paiement, ce qui veut dire qu'aujourd'hui, pour pouvoir faire de l'agrégation de comptes bancaires, il va falloir avoir une licence bancaire, comme on peut l'avoir, un agrément de type agrément bancaire, voilà, auprès de la Banque de France, pour pouvoir continuer à faire cette activité. Et au-delà de ça, cette directive sur les services de paiement va même permettre de pouvoir effectuer de l'initiation de paiement. Donc, le petit scénario que j'expliquais tout à l'heure pour pouvoir déclencher un virement de manière quasi automatique, eh ben, on est en train d'y arriver, puisque la législation, la réglementation nous permet d'y arriver. Oui, et donc, quelque part, grâce à cette nouvelle réglementation, c'est plus ouvert au niveau de l'information, parce que vous arrivez à avoir plus d'informations plus directement au niveau de la banque via leur API, qui vont devoir exposer. Par contre, c'est aussi plus fermé, parce qu'il y aura plus de sécurité, ce sera plus standardisé, et donc on pourra aussi offrir plus de confiance à l'utilisateur. C'est bien ça? Exactement. Obtenir un agrément bancaire pour une société de notre taille, c'est un véritable effort, hein, ça demande un certain engagement. En revanche, en compensation de ça, la réglementation indique qu'une fois qu'on a l'agrément, les banques ne peuvent plus s'opposer à ce qu'on récupère les informations pour les utilisateurs qui sont clients de ces banques. D'accord. Donc, si j'ai bien compris, vous avez plus de clients, vous avez plus de monde aussi dans la boîte, vous avez plus d'argent, donc là, c'est la belle vie, tout est beau, tout est rose. Eh bien, presque. Dans la vraie vie, ça ne se passe pas exactement comme ça. Donc effectivement, 2015, on fait notre levée de fonds de 2 millions d'euros. On est à ce moment-là 7 employés, 3 développeurs, dont un des développeurs qui gère l'exploitation. Et du coup, on se dit, bah, c'est parti, on recrute. Donc on commence à recruter, on commence à former les gens, on commence à travailler ensemble. Et là, on s'aperçoit assez rapidement que la croissance, ça ne se fait pas tout seul. Il faut commencer à spécialiser certains développeurs. Et malgré ça, malgré le fait de pouvoir segmenter certaines compétences, eh ben on arrive quand même à se marcher sur les pieds et on avance moins vite, on avance de moins en moins vite presque. Oui, donc il y a un peu de perte d'efficacité liée à la communication, l'organisation, etc. Finalement, vous battiez un petit peu contre cette fameuse loi de Conway, j'imagine. Oui, exactement. Donc, en fait, la loi de Conway explique que ce qu'on est en train de construire correspond aux manières dont on communique dans la société, dans les différents services. Et en fait, en s'apercevant de ça, nous, on a commencé à réfléchir un petit peu aux différentes manières de s'organiser. Et on s'est tourné plutôt vers les gens qui étaient visibles pour des gens comme nous, hein, des gens comme Google. Google qui permet de gérer des objectifs avec les OKR, Objective Key Result, et un mode qu'on a particulièrement regardé, c'est la manière dont Spotify organise ses équipes techniques, à la fois par compétences, par projet et par site. Oui, effectivement. Si on regarde le modèle Spotify, ils présentent beaucoup ce qu'ils font, que ce soit en termes d'organisation, en termes de microservices, de technologie, etc. Et là, on a une description imaginaire de leur organisation au niveau de l'agilité. Donc effectivement, eux, ils ont eu un petit problème de croissance. C'était une petite société suédoise qui ensuite est devenue la multinationale qu'on connaît aujourd'hui. Ils ont identifié tout d'abord l'agilité comme étant une très bonne pratique. Problème, c'était le passage à l'échelle. Ça va très bien pour 3, 4, 5 équipes, mais comment coordonner des centaines d'équipes partout dans le monde avec toujours cette méthode agile? Comment gérer les interdépendances entre les projets, etc. Et effectivement, comment ne pas construire des silos tels qu'on peut avoir quand on a les devs d'un côté et les ops de l'autre. Donc ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils sont partis de la méthode Scrum et ils ont essayé de faire évoluer ça pour que ça passe à l'échelle. Premièrement, ils ont créé une structure qu'ils appellent le squad. Finalement, c'est juste une équipe Scrum comme toutes les autres. C'est une équipe qui contient des développeurs, des opérationnels, d'autres compétences s'il le faut, et un product owner et un Scrum Master. Ensuite, ils ont eu besoin d'avoir beaucoup de Scrum sur un même projet, avec une même cible, avec un même roadmap. Et ça, ils ont voulu regrouper ça dans une structure qu'ils ont appelée le tribu, tribe. Et pour gérer tout ça, pour être sûr que tout se déroule très bien, ils ont produit un rôle qui ressemble un peu à un Scrum Master, mais au niveau de la tribu,
qu'ils ont appelé ça le chef de tribu ou tribe leader. Et justement, sur cette problématique de silos, ils ont essayé de réfléchir à des structures transverses à tout ça. Parce que finalement, si on crée des équipes complètement autonomes, pluridisciplinaires, est-ce qu'on n'est pas seulement en train de déplacer les clôtures, mais elles sont toujours là. S'il n'y a pas les devs d'une équipe qui partagent leurs bonnes pratiques avec les autres, ben finalement, chacun travaille dans son coin et il n'y a pas de plus-value au niveau et de réutilisation au niveau de l'ensemble de l'entreprise. Donc, ils ont inventé effectivement la notion de chapter, où on va réunir des personnes de même compétences techniques. Par exemple, on va avoir des gens qui sont expérimentés en programmation Java backend, des personnes front-end, éventuellement JavaScript, etc., des DBA, des managers de middleware, etc., pour qu'ils puissent se communiquer de temps en temps pour échanger des bonnes pratiques, des défis qu'ils ont eus. Et enfin, une autre structure transverse dont ils ont vu la nécessité, c'était la guilde. Une guilde réunit des personnes de même centre d'intérêt. Alors c'est un peu plus nuageux. Des centres d'intérêt, il peut y avoir la sécurité, les conteneurs, le blockchain. Voilà, c'est des notions technologiques ou même organisationnelles qui peuvent toucher des personnes de compétences différentes. Finalement, la sécurité, ce n'est pas que le gestionnaire du réseau ou de l'infra qui se pose cette question. C'est aussi une question du développeur, du DBA, et tout le monde doit s'intéresser à ça. Et donc, avec la guilde de sécurité, on va pouvoir de temps en temps se mettre ensemble, regarder des confs, s'échanger des bonnes pratiques, etc. Alors, j'imagine que Linkso, Spotify, franchement, c'est la même boîte, hein. Donc, vous avez calqué ça texto à votre structure. Alors, on n'a pas exactement repris cette structure. On a repris la structure, on n'a repris ni le même vocabulaire. Enfin, on a pris le vocabulaire, mais on ne l'a pas exactement mis en œuvre de cette manière-là. Donc, on a une organisation un petit peu matricielle, comme on peut le voir sur ce que fait Spotify. Mais chez nous, en fait, on s'est organisé juste en ligne et en colonne, on va dire. Donc, on a défini des tribus qui sont en fait des gens qui ont les mêmes préoccupations, les mêmes centres d'intérêt. Donc, on va avoir une tribu qui va faire la QA, une tribu qui va gérer la persistance, une tribu qui va gérer les applications iOS, Android, etc. Mais pas que non plus dans les domaines techniques, puisqu'on va avoir une tribu de product owner, une tribu de project manager, de business analyst, etc. Donc vraiment dans toutes les compétences qu'on cherchait, dans tous les groupes de compétences, on a vraiment créé ces tribus à l'intérieur de la société. Chaque tribu porte un chef de tribu qui est là pour animer et partager les bonnes pratiques à l'intérieur de la tribu, à l'intérieur de chaque tribu, pour s'assurer que les choses se passent pour le mieux dans tous les projets. Et comme on peut le voir dans le schéma, en fait, pour définir un projet, on va aller chercher des compétences dans chacune des tribus pour pouvoir le monter. Le projet va avoir un tech lead qui va être là pour organiser, s'assurer qu'il y a de la cohérence technique à l'intérieur du projet. Et en fait, ça nous permet de pouvoir mettre en œuvre les différents projets dans ce qu'on appelle une squad. C'est la squad qui va porter le projet à l'intérieur de la société. Alors, est-ce que cette structure, vous l'avez mise en place du jour au lendemain partout dans l'entreprise? Non, on a commencé par un premier projet et c'est généralement ce qui se fait quand on veut passer et faire de l'agile. On va vous conseiller d'abord faire un premier projet, d'expérimenter et puis de faire un rétex. Nous, on avait envie d'aller très vite, donc on a pris un premier projet dans lequel on avait des gens internes, des gens externes qui avaient déjà pratiqué de l'agilité. Et puis, on a commencé à regarder comment ça fonctionnait. Et puis, quand on a vu au bout d'une ou deux itérations comment il fallait faire, on s'est approprié ça et on a essayé de le distribuer assez rapidement à toutes les équipes techniques, à toutes les équipes projets à l'intérieur de la société. Donc là, ça fait combien de temps que vous avez mis ça en place ? Donc on a lancé ça il y a quelques mois, hein. C'était au début, au mois de mai. On est déjà à l'itération 13, donc on fait des itérations de 15 jours. De 2 semaines. Et donc là, les équipes sont à l'itération 13 qui commence très rapidement. Ouais, super. Et donc, est-ce que dans la mise en place, est-ce qu'il y a des personnes qui étaient très motrices de ça?
Et au contraire, est-ce qu'il y avait d'autres personnes qui étaient détracteurs, qui étaient réfractaires à ce changement? Alors je pense que toutes les équipes s'apercevaient des difficultés qu'on avait pour pouvoir livrer des choses en production. Donc ils étaient assez demandeurs d'une solution, de ce genre de solution agile. Au départ, j'attribuais ça à la chance que les gens étaient, le fait que les gens soient vraiment engagés dans ce processus de changement de l'organisation finalement. Mais en fait, c'est peut-être plus lié à la manière dont on les a recrutés, puisqu'en fait, on a des gens qui sont jeunes ou moins jeunes, mais ils sont tous des gens qui ont envie d'apprendre, qui ont un profil vraiment engagé à la fois dans le produit. Ils adorent ce qu'on fait, ils adorent ce qu'ils sont en train de faire, et ils ont envie de le faire pour le mieux possible. Et de cette manière-là, en ayant recruté ce genre de profil, des gens qui ont parfois déjà fait un peu d'agile, mais parfois pas, des gens qui sortent tout juste d'école d'ingénieur, eh bien, on a réussi à avoir cet état d'esprit, finalement. C'est ce qu'on recherchait en recrutant, d'avoir cet état d'esprit de gens qui ont faim, qui ont envie de t'apprendre, qui ont envie de faire de nouvelles choses. Et donc, finalement, les jeunes, ils étaient plus moteurs que les vieux dans votre Mais pas entreprise? forcément, justement. C'est lors des recrutements, où quand on recrute un jeune ou quelqu'un qui a beaucoup plus d'expérience, il y a tout le temps des gens qui ont envie d'apprendre. Et ça, c'est très important à l'intérieur de l'équipe. C'est très important pour nous, quand on recrute quelqu'un, de se dire c'est quelqu'un qui n'a pas envie de s'arrêter là. Et dans la direction, comment est-ce que vous avez aidé vos équipes à appréhender cette méthodologie? En fait, on a regardé un petit peu Spotify, on a indiqué un petit peu des choses, on a montré les exemples. Et en fait, on utilisait déjà des outils un petit peu agiles de type Jira, Trello, etc. Et quand on a commencé, en fait, on s'est mis sur des bords de papier, on a commencé à dessiner. On avait une école maternelle dans les bureaux. Mais c'est bien une école maternelle. Une école maternelle, c'est un endroit où on apprend, en fait, où on découvre le monde, on découvre plein de choses. Et c'est très créatif et ça permet de faire sortir des bonnes solutions. Et les bords de papier, donc c'était très bien. Le souci avec ça, c'est que quand on a des développeurs qui sont à 400, 600, 700 km de là où vous êtes, le bord de papier, ça marche beaucoup moins bien. Ils ne le voient pas. Le matin, au stand-up, il faut leur montrer avec un iPad ou un téléphone. C'est très compliqué. Du coup, on est revenu sur un support numérique de type Jira et on a réussi à redéfinir un petit peu notre process de développement qu'on avait mis sur du papier, sur les murs, pour le mettre sous format électronique. D'accord. Donc là, c'était tout le volet organisationnel, mais vous avez aussi des difficultés techniques, notamment liées à la croissance de vos clients, parce que vous avez de plus en plus de clients à la fois sur votre application que vous commercialisez Linkso, sous le nom de Linkso, mais également de plus en plus de banques qui viennent vers vous pour que vous réalisiez leur application en marque blanche. C'est vrai. Donc tout à l'heure, j'ai mentionné juste Linkso, mais en fait, comme Linkso possède toute la stack technique, on peut très facilement livrer une marque blanche, donc en changeant un petit peu l'interface graphique, en faisant un petit peu de personnalisation sur les fonctionnalités, on peut très facilement faire une marque blanche qui correspond à Linkso. C'est ce qu'on a fait avec Fortunéo Budget, avec HSBC, avec la Maïf, qui fait pas mal de publicité en ce moment, vous l'avez peut-être vu à la télé, qui sort le service Nestor. Et du coup, effectivement, assez rapidement, on a été amené à gérer plusieurs fois à déployer plusieurs fois la même infrastructure avec des interfaces différentes, avec de la configuration différente, et à adapter notre code pour pouvoir faire ça. Et donc, on avait à la fois de la croissance dans les différentes choses que savait faire, que devait pouvoir faire le code, et aussi au moment où il fallait le déployer pour aller mettre tout ça en œuvre sur les différents serveurs. Donc, parlons-en de cette stack technique, de cette stack de déploiement, justement. Qu'est-ce que vous avez déjà il y a quelques mois? Donc, la stack Linkso, c'est il y a quelques mois, quand on s'est rencontrés, on était sur une stack Java J2E, Spring, Hibernate, avec une base de données PostgreSQL, des choses relativement traditionnelles. On avait un processus de test et d'intégration continue avec du Jenkins. On gérait nos branches, un petit peu à la main et on déployait tout ça sur du AWS ou du bare metal ou un autre support parce que le client nous avait fait cette demande. Du coup, on avait relativement peu de choses automatisées et que ce soit au niveau du dev, malgré Jenkins, ou au niveau du déploiement.
donc vous avez ce défi de rendre cet existant, de le permettre de monter en charge, de monter en échelle et de le rendre scalable. Oui. Et qu'est-ce que vous avez défini comme élément cible déjà? Alors au niveau de la scalabilité, sur PostgreSQL, on voyait qu'on était un petit peu serré, qu'on avait un petit peu de marge, mais il fallait qu'on gagne, qu'on puisse passer à l'échelle, faire x10, x100. The sky is the limit, quoi. Hein, donc il fallait monter. Donc on s'est lancé dans un projet pour replatformer toute notre persistance sur MongoDB. Ça, c'était la première partie. La deuxième partie, c'est qu'on a eu une croissance du nombre de clients et du nombre de développeurs qui travaillaient extrêmement rapide. Hein. On est passé de 7 à 56 personnes en 1 an et demi. Et du coup, la manière dont on développe et dont on organise le code à 3 développeurs, c'est pas du tout la même que quand on est 30 ou 35 à travailler dessus. Et donc, l'organisation qu'on avait, c'est que notre application, c'est finalement quelques composants relativement monolithiques qui ont du mal à pouvoir avoir des fonctionnalités en plus sans impacter les développements du petit copain à côté. Donc on avait un double défi en fait de pouvoir aussi découper ce monolithe en services, voire en microservices pour pouvoir travailler de manière un petit peu autonome. Et au niveau de l'infrastructure, des environnements de déploiement, vous êtes resté sur AWS et aussi du bare metal? Alors effectivement, on doit pouvoir déployer du bare metal, on doit pouvoir déployer sur du AWS. Donc on avait un challenge aussi d'automatisation de toutes ces parties-là pour pouvoir accélérer notre développement, accélérer notre déploiement. Effectivement, dans cette chaîne d'automatisation, on se posait la question du CI et de CD, comme tu viens de dire. Et donc c'est là que vous avez fait appel à Triptych. On s'était rencontrés un vendredi 5 mai. Je sais pas, tu te rappelles quel temps il faisait? Non, je me rappelle pas. C'est pas grave. Mais de toute façon, l'objectif de l'échange, c'était au départ, c'était de voir ce que vous voulez faire. Triptych découvrait Linkso. Tu nous as expliqué l'application, ce qu'elle faisait, déjà, comme tu l'as fait ce soir. Et puis aussi de savoir c'était quoi vos objectifs, qu'est-ce que vous voulez améliorer pour donner un cadre à la mission de Triptych pour qu'on ne parte pas dans tous les sens. Après ça, on s'est posé quelques jours donc il y a eu moi et mon collègue Sébastien. On est venu auditer les process qui étaient en place, les contraintes aussi que vous avez au niveau métier et au niveau technique. Donc ce que tu nous écrivais sur AWS, sur bare metal, des clients directs, des clients en marque blanche, etc. Et à partir de cet audit, on a pu formuler des préconisations. Donc vous voulez surtout une architecture de CI au départ. Vous avez commencé aussi à prendre en main les conteneurs avec Docker. Il y en avait certains qui utilisaient du Docker Compose en développement pour avoir une plateforme de test sur leur poste de développeur. Par rapport à tous ces défis de scalabilité, on a identifié que la plateforme cible devrait reposer sur un orchestrateur Kubernetes. Et du coup, on avait préconisé toute une chaîne intégration continue, déploiement continu, basée sur cet orchestrateur-là. Bon, on a formulé des choses assez classiques en prenant du pipeline Jenkins 2 qui va scruter le code, scruter toutes les branches. Comme ça, vous pouvez faire de l'intégration sur toutes les branches du développement, faire de la compilation, faire des analyses de couverture de code, des analyses de qualité aussi avec SonarCube, déployer ça, faire des tests d'intégration et publier ça dans un registre. À la fois un registre comme Nexus pour le livrable Java, mais aussi un registre pour l'image Docker qui va être produite. Et pouvoir déployer ça de manière automatisée sur du Kubernetes, bien sûr, en environnement de QA, de staging et de production. Sur cette plateforme d'intégration, nous on avait eu déjà ce défi, c'était de pouvoir avoir en intégration le résultat de plusieurs branches de développement pour pouvoir à la fois le tester de manière automatisée, mais aussi de le tester manuellement. Parce qu'on a toujours des tests manuels, bien sûr. Et donc on devait avoir une plateforme de conteneurs qui permettait d'accéder à toutes les branches de développement. Alors on avait préconisé quelque chose qu'on connaissait plutôt bien. Avec chaque conteneur, c'est une branche, c'est le fruit d'une branche. Et par contre, c'est au niveau du routage, et bien là, il nous faut un reverse proxy qui permette de router sur la branche qui est voulue. Alors à l'époque, on connaissait très bien Traefik.
Si on avait fait ce POC peut-être aujourd'hui, enfin cette préconisation aujourd'hui, peut-être qu'on aurait préconisé SOSU. Je ne sais pas si certains ont vu la présentation de Quentin Adam. SOSU avec un excellent reverse proxy avec lequel on a bossé un petit peu. Mais voilà, on ne connaissait pas encore. Et ensuite, sur toutes les plateformes, on avait ce souci de métrique. Justement, quand on monte en charge, quand on veut aussi avoir des déploiements dépendants et aussi rapides, eh bien, il faut aussi avoir une meilleure visibilité. Et ça, on l'a avec les logs, on l'a avec les métriques. Donc on avait préconisé dans chaque conteneur applicatif d'embarquer metric bits et file bits qui allaient remonter les métriques et les fichiers de log respectivement dans un Elasticsearch qui serait exploitable par du Kibana. Tout ça containerisé, orchestré par du Kubernetes. Alors, suite à nos préconisations, vous avez pas mal de questions. Oui, effectivement, on avait regardé, est-ce que Kubernetes c'est le bon orchestrateur? Est-ce que c'est pas plus simple d'aller vers du Swarm? Kubernetes, ok. Est-ce qu'il n'y a pas autre chose comme Mesos, Marathon, tout ce genre d'outils en fait qu'on avait un petit peu regardé en interne pour prendre un petit peu la température, parce qu'on sentait qu'on allait tourner autour de ce genre de solution-là. Et c'est pour ça qu'on s'est adressé à Triptych, qui avait la connaissance pour nous aiguiller de manière efficace sur ce qu'on voulait. Oui, effectivement, on a donné quelques éléments de comparaison. Et du coup, une fois que vous étiez rassuré sur le choix, c'est bon, vous avez fait, ça y est, c'est fini? Alors en fait, ce n'est pas complètement fini, on est dans la vraie vie. Et puis, on n'est pas parti exactement sur ce que vous nous aviez préconisé. On a une équipe qui gère l'exploitation, qui est pas très étoffée. Et du coup, on avait un vrai point de douleur à cet endroit-là pour pouvoir automatiser le provisionnement sur Amazon, automatiser tout ce qui est provisionner, mettre à jour des applications, déployer des applications, faire des changements de conf, etc. etc. Du coup, on avait un vrai besoin là-dessus, et c'est là où on a demandé, pour commencer l'accompagnement de Triptych, avant de pouvoir commencer à réorganiser notre code et à faire des choses. De l'autre côté, justement, du côté du code, je pense qu'on avait besoin à l'époque, et peut-être encore aujourd'hui, de changer la manière dont on développait, de changer la culture, et pour pouvoir équiper le code avec des métriques, avec des logs pertinents, peut-être loguer mieux. Et du coup, c'est important de prendre ça en compte dans une équipe qui n'est pas forcément versée dans ce domaine-là, parce que si vous mettez en place des outils pour récupérer vos logs, des outils pour récupérer vos métriques et faire des dashboards, s'il n'y a pas de métriques qui arrivent dans ces dashboards, vos dashboards ils vous servent à rien. Oui, effectivement. Et donc aussi, ce que tu voyais comme une petite marche à franchir, finalement, c'était toute une montagne. Et il fallait peut-être prendre un rythme un peu plus lent là-dessus. Il fallait effectivement passer un peu plus de temps pour effectivement changer la culture de l'équipe et leur indiquer qu'est-ce qu'il faut mettre en place, comment le mettre en place, comment mieux optimiser, comment mieux surveiller nos différentes applications. Oui, comme tu as dit, vous avez besoin de coaching, un peu de conduite du changement. Et aujourd'hui, où vous en êtes dans cette transformation? Alors aujourd'hui, on a franchi quand même quelques étapes. On a réussi à automatiser pour une grande partie le provisionnement, le déploiement, les mises à jour. Mais c'est un chantier qui demande toujours à être amélioré. On peut toujours faire mieux. Ça, c'est Sébastien qui était intervenu sur ces sujets. Sébastien est intervenu là-dessus, oui. On a réussi à faire grandir un petit peu plus l'équipe en gestion, qui est là pour gérer l'exploitation aussi. Mais on voit qu'on a encore du travail à faire et qu'on est juste sur la route. Et puis après, au niveau des applications, on a commencé aussi à réarchitecturer nos différentes bases de code. Est-ce que toutes les équipes vont à la même vitesse, vont de front, ou est-ce que c'est un peu découplé? Alors il y a des équipes qui peuvent aller très rapidement sur certains sujets parce qu'ils arrivent à être assez autonomes. Et puis de temps en temps, on voit qu'il y a encore un certain couplage entre certaines équipes. Et c'est là où on se dit, OK, quand il y a du couplage dans une équipe, c'est qu'il y a un problème. Et il faut réussir à trouver quelle est l'interface pour pouvoir découpler les choses et rendre les équipes autonomes et agiles. Oui, un peu comme un Scrum Master qui essaye de voir les embûches et de les enlever au fur et à mesure Exactement. avec des rétrospectives, etc., de manière itérative.
Effectivement, moi j'ai pu intervenir avec grand plaisir ces derniers mois sur des sujets de dev, et j'ai noté effectivement une culture qui change petit à petit. Il y a beaucoup de personnes aussi qui sont motrices, des personnes qui nouvellement arrivées commencent à appréhender petit à petit au travers des stand-up meetings, au travers des rétrospectives, au travers des outils que la direction a mis en place, de prendre en main cet élan et de le faire progresser plus loin. Il y a aussi sur la maturité par rapport à Kubernetes, vous n'êtes pas allé directement? Alors effectivement, des containers, on a commencé à containeriser la plateforme, ça c'est quasiment fait. En revanche, pour les premiers projets qu'on voulait faire là-dessus, on n'est pas parti sur la complexité de Kubernetes au départ. On voulait aller beaucoup plus vite pour pouvoir mettre en œuvre nos premiers containers. Comme on était chez Amazon, on est parti sur le service ECS d'Amazon pour pouvoir développer. Ça, c'est des choses qui sont en train de partir en production. Et en revanche, on a, dans notre backlog, on est en train de travailler sur une solution Kubernetes pour permettre aux développeurs, en premier lieu, de se familiariser avec la plateforme, pour pouvoir la mettre en œuvre, apprendre à la mettre en œuvre. Et du coup, on utilise Minikube sur le poste du développeur pour pouvoir avoir un environnement Kubernetes complet qui permet de déployer les différents containers. Et puis, on est en train de mettre en œuvre Kubernetes sur nos environnements d'intégration, de développement, de QA, pour là apprendre à exploiter la solution. C'est important que les développeurs sachent exploiter la solution aussi, parce que c'est là qu'ils se prennent les premières embûches et qu'ils évitent à leurs copains qui gèrent la prod de se les prendre à leur place. Et donc les prochaines étapes, c'est d'aller au point suivant, c'est d'aller déployer Kubernetes sur de la pré-prod, sur de la prod, pour transformer notre exploitation. Et comme ça, vous aurez une plateforme qui est plutôt homogène, qui est plutôt isomorphe, où le développeur il a la même chose qu'en production, en tout cas au niveau de l'orchestrateur, au niveau des containers. Oui, exactement. C'est important de pouvoir homogénéiser vraiment toute la partie du développeur jusqu'à la production. On ait vraiment le même environnement. Ça ne nous garantit pas à 100% que ça marche sur mon poste et ça ne marche pas en prod, ou le contraire. Mais on s'évite pas mal d'embûches, justement en ayant homogénéisé toute la stack de déploiement. Et il me semble que sur le déploiement, vous visez aussi, justement pour cette problématique de déploiement AWS ou bare metal, d'avoir du Ansible pour permettre d'automatiser tout ça. Oui, l'idée exactement, c'est d'utiliser du Terraform sur du Amazon, mais quand on a des machines en bare metal, c'est de pouvoir utiliser Ansible pour pouvoir aller provisionner les bons services sur ces machines-là pour pouvoir lancer un cluster Kubernetes. Très bien. Et donc tout ça, ça va suivre son cours petit à petit, mais on a déjà des éléments encourageants. J'espère que vous avez pu identifier, comprendre certains défis qui sont liés à la fois à la mise en place du DevOps, de la containerisation, mais aussi tout simplement la croissance des équipes, l'intégration de nouvelles ressources. Sachez que l'intervention chez Triptych, comme celle-ci, elle n'est pas singulière du tout. En fait, je fais partie de toute une équipe. Il y en a quelques membres ici, mais il y en a d'autres derrière qui travaillent aussi sur des problématiques DevOps chez des clients, notamment Alstom, l'Auto-Québec ou Banque du Luxembourg. Nous n'arrivons jamais avec une solution toute faite, parce qu'on voit que chaque client a ses propres contraintes, a ses propres défis à relever. Mais en général, notre procédé est toujours dans les mêmes phases. On vient rencontrer le client, on vient comprendre son besoin et aussi comprendre les objectifs qu'il s'est fixés. Ensuite, on passe par une phase d'audit, on comprend quelle est la culture de l'entreprise, quels sont les réflexes, quels sont les infras déjà en place, pour après formuler des préconisations. Et à partir de là, c'est la porte ouverte, tout est possible. Nous pouvons intervenir selon les besoins du client, selon l'envie du client, sur différents sujets, que ce soit la mise en place ou préalablement faire un proof of concept, que ce soit de la conduite du changement, du coaching ou de la formation. Et si ça vous intéresse d'être de l'autre côté de la table par rapport à cette mission DevOps et de rejoindre cette équipe, sachez qu'on recrute. On serait ravis, Eva serait ravie de recevoir votre candidature sur cette adresse mail, recrutement@triptych.fr. Si vous avez votre téléphone prêt, vous pouvez flasher le code sur les écrans et ça vous permettra d'envoyer directement maintenant sur cette adresse. Et puis, merci à Hugues. Bravo à toi, à ton cofondateur Bruno. Bravo aussi à tous ces collaborateurs qui sont derrière cette application Linkso. J'imagine que certaines personnes, ce qu'on a dit, ce que vous avez mis en place, ça a titillé un petit peu les intérêts.
Qu'est-ce que pourrait faire quelqu'un qui voudrait vous rejoindre? Alors, si vous voulez nous rejoindre, nous aussi on recrute, donc jobs@linkso.com ou alors sur notre site linkso.com/nous rejoindre, et on serait ravis de voir de nouvelles recrues arriver chez nous. On a beaucoup de plaisir aussi à travailler avec les équipes de Triptyque. Quand j'ai dit tout à l'heure que pendant nos recrutements, on était exigeant sur les profils qu'on recrutait, les compétences techniques, l'envie d'avancer, d'apprendre de nouvelles choses, je pense que chez Triptyque, ils ont un petit peu cette même envie-là. Et c'est ce qu'on a retrouvé lors des interventions des différentes personnes, de William ou de Sébastien ou d'autres personnes. Donc, merci à vous surtout et merci pour votre invitation.